et merci d'abord à toute l'équipe, hein, du projet Before Art. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme, ils l'ont très bien annoncé, moi je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur, l'icnologie en contexte, karstique et plus précisément sur les empreintes du réseau Val, de la grotte de Fontanet, une grotte française, hein, qui se trouve en Ariège. Alors avant, de parler, de Fontanet, je vais d'abord, vous faire une petite présentation de l'icnologie et qu'est-ce que l'icnologie? Alors ichnologie, c'est un terme, qui vient du grec ichnos et qui signifie, trace. C'est un terme qui de base est issu de la paléontologie et qui est défini au XIXe siècle et qui va d'abord concerner, les traces, et empreintes, hein, de dinosaures. Aujourd'hui, ce terme englobe, la totalité, des traces, animales, enfin des êtres vivants, dans leur, environnement. Aussi bien les traces, actuelles avec la néoichnologie et les traces, fossiles avec la paléoichnologie, pardon. Et alors ces traces, hein, il ne s'agit pas que des empreintes, hein, puisque ça va regrouper, tout un tas de traces comme, les excréments, les terriers, et autres traces, d'activité, hein, laissées, par, tout être vivant dans leur environnement. Alors en ce qui concerne la préhistoire, l'intérêt des préhistoriens pour les empreintes humaines est soulevé, dès le début du XXe siècle avec la découverte de plusieurs grottes ornées à empreintes, telles que le Tuc de Doubert, Pechmer, Moncespan, etc. Et le fait, de plusieurs chercheurs, hein, notamment Henri Bégoin et Léon Pal. C'est à partir des années 50 et grâce au docteur Léon Pal que cette discipline va devenir, une discipline à part entière dans les recherches, en grotte. Et c'est également à partir de cette période que, vont être posées, en fait, les bases, de l'ichnologie en contexte, karstique et notamment en grotte ornée. Cette, problématique va ensuite connaître, un fort essor à partir des années 70, toujours sous l'impulsion, hein, du docteur Léon Pal et aussi jusqu'au début, en fait, des années 2000 avec, les découvertes de nombreuses grottes, à empreintes emblématiques comme, la grotte, de Fontanet, la grotte Chauvet et à la suite de Léon Pal, c'est Michel Alain Garcia, hein, qui va être le principal, chercheur, en fait, qui va s'intéresser, aux empreintes et qui va développer, toute une étude, hein, à ce sujet. Mais alors par contre, après, son décès, début des années 2000, on va avoir, des études qui se font rares, en ethnologie et alors que parallèlement, les recherches, sur les empreintes en contexte de plein air vont, elles, se multiplier. Il va falloir attendre, les années, 2015 à peu près pour voir un renouveau, de la discipline, en contexte, de grotte avec le développement de tout un tas, de projets et donc moi, je m'intègre en fait dans ce renouvellement en fait, de la discipline. Alors, en grotte, on va trouver, différents types, de traces. Donc d'abord, il y a tout ce qui est traces, non humaines, donc de différents types, d'espèces, hein. On va avoir des empreintes, par exemple, d'ours. Par exemple, ici, vous avez un très joli pied d'ours dans la grotte de Bruniquel, des empreintes de canidés à Chauvet ou encore, dans le réseau Val de Fontanet, des empreintes de hyènes et plus rare, hein, mais ça existe quand même dans plusieurs, grottes, des empreintes, de bouquetins. Et puis après, il y a des empreintes de tout un tas de petits, mammifères. Les empreintes humaines également, qui vont être, surtout des empreintes, de pieds, complètes ou pas, des empreintes de mains un petit peu, des traces de glissade ou, aussi d'autres, éléments corporels, hein, pas toujours, faciles à déterminer. Et aussi, c'est sans oublier, toutes, les autres, traces, puisque à côté des empreintes, on a quand même tout un panel de traces, que ce soit au sol ou sur les parois, qui rentrent un petit peu, qui rentrent en fait complètement même dans l'étude des empreintes en grotte, hein. Ça va être tout ce qui va être traces, de matières colorantes sur les parois, les mouchages de torches, les
les concrétions brisées, les structures, etc. Et en fait, c'est l'ensemble de ces traces dans la grotte qui va nous apporter des informations donc, sur la fréquentation du site. Et ça, c'est regroupé au sein d'une discipline qu'on appelle la paléospéléologie, une étude de toutes ces traces en fait, dans la grotte, qui est une discipline qui a été définie dans les années 70 par François Rousseau. Alors, moi, je reviens d'abord sur les empreintes. Qu'est-ce qu'une empreinte? Une empreinte, c'est le résultat de l'écrasement d'un support en réaction à une contrainte exercée donc, par un individu. Et donc, la morphologie première d'une empreinte va d'abord dépendre de l'individu, bien sûr, qui l'a réalisé, donc de son type de locomotion, sa masse corporelle, son comportement, etc. Ici, vous voyez par exemple des empreintes qui ont été réalisées sous différentes vitesses. Et on voit que la morphologie est différente selon, ici, la vitesse. La morphologie de l'empreinte va aussi dépendre du support de formation, ses propriétés physiques, mécaniques, sa teneur en eau, la topographie aussi du support. Par exemple, ici, je vous ai mis des empreintes d'émeux réalisées sur différents types de sédiments. Ça va du sable mouillé à la boue semi-liquide et on voit clairement que la morphologie de l'empreinte d'un même individu peut être très, très, très variable en fonction donc du support. Et donc ça va aussi jouer. La morphologie originelle d'une empreinte va être influencée par des perturbations taphonomiques que va connaître son contexte de formation. Donc, ça peut être des remplissages, ça peut être l'érosion, la bioturbation, etc. Et ça, bien sûr, ça va aussi rentrer en compte dans l'étude des empreintes. Vous avez par exemple ici 3 empreintes d'ours. Ici, une empreinte d'ours qui aujourd'hui forme un petit gour. Elle est très très calcitée et pourtant c'est bien une empreinte. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours forcément facile à reconnaître. Une empreinte d'ours ici de la grotte de Cussac qui est recouverte d'argile de décantation. Et ici, une empreinte de pied d'ours qui, elle, par contre, a été piétinée récemment, enfin plus ou moins récemment, par une botte. Donc en fait, d'un même individu va donc pourrait donc résulter toute une série d'empreintes variées, et cela au sein d'une même piste. Et donc l'interprétation des empreintes va dépendre de la prise en compte de ces multiples facteurs, dont la diversité pourra par exemple être étudiée donc, au sein d'un travail expérimental ou autre. Mais c'est souvent quand même l'expérimentation qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau de la formation d'une empreinte et de son évolution dans le temps. Alors pourquoi on étudie les empreintes et quel type d'informations vont-elles nous apporter? À partir d'une empreinte, il est possible idéalement de déterminer l'espèce, l'âge, le sexe, la stature, etc. Donc tout ce qui est information biologique. Sauf que dans la réalité, la détermination de ces éléments va être un petit peu plus compliquée. Alors dans tous les cas, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une empreinte complète et bien conservée. Pour l'espèce, si c'est une espèce qui est connue, généralement, c'est assez facile. Ça va être un peu plus compliqué, bien sûr, quand on n'est pas forcément, quand c'est pas une espèce en fait qui existe encore. Ou alors dans le cas d'empreintes partielles, dont la morphologie va pouvoir être assimilée à différentes espèces. Parce que parfois, il y a des morphologies d'empreintes qui se ressemblent alors même que c'est pas la même espèce qui l'ont réalisée. Et tout ce qui va être des déterminations précises comme l'âge, le sexe, la stature, etc., ça va être beaucoup plus complexe puisque ça fait appel à des populations de référence actuelles qui ne vont pas forcément représenter la population fossile étudiée. Donc, ça demande aussi en amont d'avoir bien pris en compte et de maîtriser le contexte de formation et de conservation de l'empreinte
Donc ça, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut prendre avec précaution, hein, lorsqu'on réalise, hein, ces déterminations à partir des empreintes. Des informations comportementales vont également pouvoir être, mises en évidence. Par exemple, l'étude des pistes d'empreintes, va permettre de répondre à des questions, d'ordre biomécanique, qui vont être donc des questions récurrentes, hein, sur les sites technologiques, quelle que soit l'espèce concernée, et ça, c'est des questions qui sont beaucoup posées, hein, sur les sites de plein air, pour les empreintes des premiers hominidés, par exemple. Lorsqu'elles sont, retrouvées en contexte karstique, les empreintes, comme j'ai dit tout à l'heure, elles font partie, d'un ensemble de traces, hein, qui va regrouper, toutes les traces de passage et d'activité des individus qui ont occupé la cavité. Et donc, l'interprétation, des empreintes donc, va se voir affinée aussi, par, leur mise en relation avec, toutes, ces traces visibles sur les parois ou, sur le sol, hein, d'ailleurs. Et la mise en évidence donc de ces traces et leur association va nous permettre de suivre, les déplacements des individus dans la cavité, leur équipement et activités, et vont aussi permettre donc de créer des modèles de comportement, et plus généralement, hein, une meilleure compréhension, de la fonction d'un site. Et enfin, des informations sur l'équipement aussi, sont aussi parfois, mises en évidence, grâce aux empreintes. Vous avez par exemple ici une image, hein, qui est pas très claire, mais où on voit en fait la trace, d'un bâton, hein, d'une canne, associée donc, à des empreintes. Et enfin donc, tout ce qui est information chronologique. Alors la datation d'une empreinte, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Quand on peut, il est possible de dater plus ou moins directement les empreintes en datant, le sédiment en fait, le sédiment directement qui est de l'empreinte, ou le sédiment sur et sous l'empreinte pour avoir un intervalle, chronologique. On a aussi tout ce qui est, chronologie relative par les superpositions, d'empreintes. Par exemple, si vous avez une empreinte d'une espèce, disparue, on sera sûr, de l'ancienneté en fait de l'empreinte qui est en dessous, pardon. Et après, il y a tout ce qui est, traces, et indices, hein, de présence humaine, tels que les mouchages de torches qui vont parfois être associés, à des empreintes, comme c'est le cas, dans la grotte de l'Alden, où on a carrément du charbon à l'intérieur des empreintes. Donc là, on date le charbon et ça nous permet de mettre en évidence, la datation, la date en tout cas des empreintes. Et après, tout ce qui est, autres traces, hein, que ce soit l'art, les restes, osseux, ou lithiques, mais voilà, ça reste, une datation, indirecte, et après généralement pour les grottes par contre qui ont été fermées, enfin dont on est sûr de la date, de fermeture, là c'est plus simple puisqu'on va pouvoir être sûr aussi de l'ancienneté, des empreintes grâce à la datation de la fermeture, de la grotte. Voilà, mais pour les grottes qui restent ouvertes, c'est toujours un petit peu compliqué. Et alors en termes, méthodologiques, hein, très rapidement, avant, les années 2000, les empreintes étaient souvent, moulées. D'abord, au plâtre, puis par coulée, d'élastomère de silicone, donc et ça, c'était associé à des relevés manuels. Et après, les années 2000, donc il y a eu le développement, de la 3 dimensions, hein. D'abord sur les sites de plein air, puis après c'est venu peu à peu, sur les sites en grotte, et maintenant on n'utilise que ça puisque ce sont, des méthodes, non invasives, hein, qui ne nécessitent pas de contact avec, les empreintes. Et au niveau, des méthodes, vraiment d'étude de l'empreinte, donc il y a eu plein de méthodes qui ont été développées au cours du temps par différents, spécialistes, et même si généralement elles ont le même objectif, hein, on n'a pas de méthode homogène quand il s'agit d'étudier une empreinte. Ça va beaucoup dépendre du site, hein, de l'empreinte et de son contexte de formation et d'évolution. Mais voilà, donc on a plein de méthodes, que ce soit des méthodes de mesure classiques ou qui utilisent des choses un petit peu plus compliquées comme de l'imagerie 3D. Mais voilà, en gros, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, en gros, c'est ça.
Donc maintenant, la grotte, de Fontanet. Alors c'est une grotte Fontanet, qui est située donc sur la commune d'Ornelac-Ussat-les-Bains, en Ariège, sur la rive droite plus précisément, de l'Ariège. Elle s'ouvre sur le massif du Kiessinsat, à 588 mètres d'altitude, et elle a un réseau qui s'étend sur 3 kilomètres et présente plusieurs galeries, organisées sous différents niveaux. La galerie préhistorique que vous voyez ici, et qui s'appelle le réseau Val, du nom de son inventeur, hein, Luc Val, a été découverte donc en 1972, et elle s'étend, elle, sur une surface, enfin sur une longueur de 263 mètres, avec son entrée actuelle ici, qui est à l'opposé, de l'entrée, paléolithique, hein, qui a été, fermée, par l'effondrement, de son porche, hein. Donc maintenant on a un bel éboulis, ici. Et cette, galerie, elle est localisée 8 mètres au-dessus du réseau inférieur. Donc là, vous avez l'échelle, hein, qui permet de monter, jusqu'à la galerie. C'est une galerie qui peut être divisée très grossièrement, hein, sur des critères, géologiques, oui, et archéologiques. La limite entre les 2 se situe à peu près, je dis bien à peu près, puisque plus ça va, plus on voit que ça change un petit peu, hein, mais au niveau du puits, ici. La première partie donc c'est, celle-ci, la plus profonde, qui, se caractérise donc par une forte concentration, d'empreintes de tout type et plusieurs signes au sol, et c'est, sur cette partie donc que, se concentre la majorité donc, de ce que je vais, vous présenter, ce soir. La deuxième partie, elle est localisée, donc entre l'entrée paléolithique et le puits, et c'est dans cette partie qu'a été retrouvé, l'art, des foyers, des objets lithiques et des restes de faune. Alors, c'est une cavité, donc je vous l'ai dit, elle a été découverte, dans les années 70, hein, et entre les années 70 et 80, elle a bénéficié de plusieurs, études. D'abord sur la direction, de Léon Pal, puis, de Jean Clotte. Donc il y a eu des études sur les foyers, sur la faune, et on a aussi il y a eu des moulages d'empreintes également. Oups, pardon. Mais l'étude qui est sans doute la plus aboutie, hein, dans ces années-là, ça va être l'étude de l'art, hein, par Denis Vialu. Et après ça, va y avoir très peu d'études. Il y a eu quelques études ponctuelles dans les années, 2000. Puis, moi, en 2018, dans le cadre de ma thèse, je décide donc de reprendre l'étude des empreintes. Puisque vous allez le voir, au niveau empreinte, Fontanet, enfin, le réseau Val est quand même assez remarquable et assez, représentatif de tout ce qu'on peut avoir en fait en termes d'empreinte, hein, dans une cavité, et en termes de conservation aussi. Donc le projet, il s'est poursuivi jusqu'en 2022 avec une petite équipe, et il avait plusieurs objectifs. Donc d'abord, bien sûr, d'inventorier et de décrire, les empreintes, de comprendre leur évolution, dans le réseau, puis, à partir de là, donc d'en déduire, des informations, bah, qui vont être relatives donc aux responsables de ces empreintes, donc tout ce qui va être, information, biologique, comportementale, et cetera. La majorité, des empreintes, comme je vous l'ai dit, donc elles se situent dans cette partie-là, et elles correspondent à des empreintes humaines, mais on a aussi, quelques empreintes, de petits canidés et de bouquetins, ici. Donc voici, la zone, de recherche, hein, pour notre projet. C'est aussi ici, donc on a les empreintes qui sont les mieux préservées, et ça s'explique donc, grâce au contexte, de formation et de conservation, hein,
de cette partie du réseau, hein, puisqu'on a un sédiment silteux argileux qui s'est parfaitement prêté en fait à l'impression des empreintes. Et vous allez le voir, on a vraiment des empreintes qui sont, enfin vous le voyez là d'ailleurs, hein, qui sont parfaites quoi, limite. Et au niveau conservation, on a aussi très peu de processus taphonomiques qui sont venus modifier ou altérer les empreintes. Et juste à quelques endroits où on va avoir quelques recouvrements de calcite, hein, mais voilà, sinon il y a vraiment quasi rien eu. Donc je vais maintenant vous faire un petit aperçu de tout ce qu'on trouve dans le réseau. Donc on va faire une petite visite. Alors ça, c'est la zone la plus riche en empreintes. Et donc elle se caractérise, cette zone, par des empreintes de tout type, qui sont extrêmement dynamiques et qui vont être dirigées dans toutes les directions. Et on a aussi beaucoup de superpositions, hein, sur cette zone. On a des empreintes de pieds complets. Ici, vous avez un joli pied gauche. Là, vous en avez un autre, enfin un avant-pied ici. On retrouve également des empreintes de pieds incomplets. Vous avez un talon ici, plusieurs là. Et aussi, et ça c'est beaucoup plus rare, hein, des empreintes de main, notamment celle-ci, sur laquelle vous pouvez voir, j'espère qu'on voit bien, l'ongle de l'index, parce qu'on a une main qui est posée comme ça sur le sol. Et donc ça vous montre aussi la qualité, hein, du support, hein, la qualité du sédiment, hein, qui a permis donc ce rendu de détail, hein, qui est quand même assez rare. Une zone qui est très différente, hein, de la zone précédente, mais qui est tout aussi intéressante et qui se situe juste avant la zone du puits et de la boîte aux lettres. C'est une zone qui s'étend environ sur 2,5 mètres et qui va se caractériser par la présence de 3 empreintes de pieds complets. C'est celle que vous avez ici. 2 qui appartiennent possiblement donc à la même piste et une un peu plus grande qui est orientée dans la direction opposée. Elle est ici. Et c'est donc dans cette zone que dans les années 70, Léon Pal avait interprété cette empreinte comme une empreinte de pied chaussé. Donc je vais y revenir juste après. Et c'est aussi dans cette zone qu'on a identifié pour la première fois dans le réseau. Hop, je change de diapo. C'est ces petites fentes là, ces petits réseaux de cassures, hein, qui se retrouvent, en fait, on l'a remarqué, dans toute la cavité et qui correspondent à des traces de passage, puisque toutes ces petites cassures sont dans des endroits où on n'a pas d'empreinte, mais où on a de la calcite, en fait, qui est suffisamment fine pour en fait craquer lors du passage des individus. Et ça nous permet en fait de voir que les individus sont aussi passés dans tel ou tel endroit malgré en fait l'absence d'empreinte. Donc grâce à ça, on peut suivre encore mieux les personnes, hein, qui ont fréquenté la cavité. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, je reviens donc sur cette empreinte de pied qui est associée donc à un signe réalisé par appui de doigts. Alors, Léon Pal, il voyait un pied chaussé puisque, comme vous le voyez très bien, on a une absence de détail, hein, sur cette empreinte, notamment au niveau de sa partie avant, hein, où on ne voit pas trop bien les orteils. Dans les années 2000, des bushmen qui ont visité la cavité l'avaient réinterprété comme un pied nu. Et nous, on penche aussi quand même pour une empreinte de pied nu. Et en fait, l'absence de détail serait plus liée au glissement de l'empreinte lors de sa formation qu'un recouvrement en fait du pied par un chausson. Ce qui est plus intéressant pour cette empreinte, c'est cette association donc avec ce signe réalisé par appui de doigts qui est renforcé
par la présence de 3 petits appuis de doigts à l'intérieur de l'empreinte, ce qui montre donc que l'empreinte est antérieure, de combien de temps, je ne sais pas, mais antérieure en tout cas au signe. Après, voilà, la signification de ce signe, de cette association avec l'empreinte, on ne la connaît pas. Mais voilà, on a quand même quelque chose ici qui est très intéressant, hein, du point de vue, ethnologique, en fait, hein, du point de vue interprétatif. Et par ailleurs, ce signe qui est réalisé par appui de doigt n'est pas tout seul, hein, ce n'est pas un signe isolé, puisqu'on va avoir à différents endroits de la cavité d'autres appuis de doigts, alors qui parfois, je ne sais pas si on voit très bien, mais forment carrément, hein, des motifs. Ces appuis peuvent être réalisés aussi bien sur du sédiment limoneux argileux, hein, comme c'est le cas ici, que sur de la calcite, comme ici. Donc voilà, on a tout un tas de questions autour de ces appuis de doigts. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est des signes, des marques? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus ludique, hein, tactile? Puisque là, ici, vous voyez très bien que pour réaliser ces appuis sur de la calcite, donc, quand on appuie, en fait, ça craque. Donc il y a peut-être un truc un peu de curiosité, derrière ces appuis. Donc voilà, ça c'est un truc aussi qui est assez récurrent, dans le réseau VAL. Et alors pour finir, notre aperçu, du réseau, hein, on a une autre zone assez, rigolote, hein, qui est située plus vers le fond, de la cavité, donc ici, qui est un petit talus. On le voit ici de profil, qui fait à peu près 1,50 m sur 90 centimètres et dont le plafond au-dessus n'est pas à plus d'1 mètre en fait, hein. Donc c'est vraiment une zone très étroite, hein, très petite. Et malgré tout, on a sur ce talus toute une série d'empreintes. Alors que ce soit des empreintes de doigts, ici vous voyez ici plein d'empreintes de doigts, hein, d'enlèvement, de prélèvement d'argile, mais on a aussi des empreintes de pieds, comme ce petit pied droit ici, on en a un autre ici. Et donc ça nous montre ça en fait qu'il y a quelqu'un, hein, qui s'est mis sur ce talus, hein, qui est monté sur ce talus et vu l'étroitesse, hein, de la zone, hein, et la hauteur sous plafond, hein, il n'y a qu'une seule personne en fait qui peut rentrer, hein, sur cette zone et qui est montée et sans doute d'ailleurs une personne qui est d'assez petit gabarit. Donc ça voilà, c'est une zone aussi assez marrante et assez originale. Et en plus, au-dessus, sur le plafond au-dessus de ce talus, on a des boulettes d'argile qui sont collées et qui ont potentiellement, enfin, dont l'argile a potentiellement été prélevée juste sur le talus, hein, sur la photo que je vous ai montrée juste avant. Sachant qu'on a aussi des boulettes d'argile qui sont projetées un petit peu plus loin de ce talus, hein, sur le sol. Donc voilà, on a toute une zone ici, mais j'y reviendrai après au niveau des interprétations, hein, de qu'est-ce que ça peut potentiellement nous dire. Alors, hormis tout ce qui va être empreinte classique, on va dire, hein, dans la cavité, il y a d'autres traces dans le réseau, sur le sol aussi, hein, qui posent question, comme ces tracés glissés, ici. Alors, on n'a pas encore déterminé l'origine de ces tracés, mais ils évoquent, on dirait en tout cas, des impressions de poils. Alors ça, sachant qu'on en trouve vraiment dans toutes les zones à empreintes. Et à chaque fois qu'il y a des empreintes, il y a ces petits tracés un petit peu partout, avec une morphologie qui est toujours la même, hein, qui est fait de sillons parallèles. Et voilà, c'est pourquoi on a imaginé peut-être l'impression de poils qui serait issue donc d'un vêtement ou d'un accessoire. Pour comparaison, je vous ai mis ici une photo d'impression de poils d'ours
qui vient de la grotte de Bruniquel. Donc, vous voyez que c'est quand même assez ressemblant. Donc voilà, c'est pas aberrant d'imaginer ça. En tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé forcément d'autres explications. Et on a aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ces petits réseaux de cassures, hein, je l'ai dit, qui se trouvent un petit peu partout, sur le sol plat, sur des arêtes de calcité, hein, de la grotte, hein. Et donc qui sont vraiment très intéressantes, hein, puisqu'elles nous permettent de suivre les individus partout dans la cavité, même quand il n'y a pas d'empreinte. On a également des traces rouges dans tout ce qui va être passage bas, un petit peu étroit, qui sont du coup peut-être des traces, sûrement même des traces de passage, hein, et qui peuvent évoquer ou en tout cas, on peut s'imaginer qu'elles sont issues de rouge qui étaient portées directement sur le corps. Sachant que ce type de trace, hein, ça va se retrouver un petit peu, enfin, ça va se retrouver dans tout un tas de grottes. C'est pas quelque chose de très très rare en grotte ornée. Et enfin, les mouchages de torches et les charbons, ça aussi, on en a plusieurs dans la cavité, surtout dans la deuxième partie. Et ces charbons nous permettent au moins de, de mettre en évidence un type d'éclairage, donc la torche. On n'a pas trouvé, on n'a pas encore de lampe dans le réseau Vallée. Et voilà, et donc certains de ces charbons ont bénéficié de prélèvements qui ont été envoyés pour datation, mais j'ai pas encore les résultats, donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire plus. Sachant que je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais dans le réseau Val, il y a eu des datations dans les années 70-80 et on est a priori dans le Magdalénien récent. Mais voilà, ça va être, j'espère, confirmé bientôt avec le résultat, ou infirmé d'ailleurs avec le résultat des datations. Donc voilà, au niveau des interprétations, quel type d'interprétation on a pu faire à Cussac grâce aux empreintes? Alors au final, l'ensemble des éléments qui sont représentés, hein, dans la grotte nous montre une exploration globale de la cavité, même à des endroits parfois très difficiles d'accès. Le nombre d'individus, quant à lui, reste très difficile à établir, notamment parce qu'on a beaucoup de superpositions, et on n'a pas de pistes ou quasi pas de pistes d'empreintes clairement définies qui nous permettraient en fait de discriminer un individu d'un autre. Alors on a quand même comparé les empreintes les mieux conservées, notamment avec une partie avant et les orteils bien conservés, puisque c'est une partie de l'empreinte qui est très caractéristique, hein. Et donc en comparant ces empreintes, on a pu associer certaines d'entre elles à un même individu. Mais voilà, le suivi et la progression de chaque individu dans la cavité n'est pas possible. Donc on serait entre 2 et 6 individus, mais voilà, c'est vraiment approximatif. Et d'un point de vue d'ailleurs dynamique, hein, les empreintes, elles correspondent, enfin, elles sont soit liées donc à des cheminements dans la grotte, donc une exploration de la cavité un petit peu partout, dans tous les recoins, mais aussi à des stationnements dont on ne connaît pas la durée. Mais on l'a vu, hein, des stationnements, comme par exemple sur le petit talus de tout à l'heure. Ici, vous avez 3 empreintes qui sont potentiellement à associer, hein, l'empreinte de main de tout à l'heure et 2 empreintes de pied qui semblent montrer une position accroupie, sachant qu'ici, on est dans une zone assez basse aussi, sous paroi, hein, sous plafond. Les essais de détermination de stature qui ont été réalisés sur certaines empreintes complètes indiquent un intervalle de taille entre 1,12 m et 1,65 m pour la majorité des empreintes. Mais encore une fois, ça, c'est des estimations qui sont à nuancer, hein, puisqu'on n'a pas de référentiel certain, hein, pour ces périodes. Mais en tout cas, c'est cohérent avec
la petite taille et même parfois la très petite taille, des empreintes et la présence de nombreuses empreintes, dans des zones, assez, basses et parfois très étroites de la cavité. Donc la grotte, en fait, elle semble avoir été fréquentée entre autres, par de jeunes individus et même, ça, dans sa partie donc la plus profonde. Puisque les toutes petites empreintes, on peut les retrouver vraiment dans le fond de la cavité. Et alors, outre l'exploration exhaustive de cette partie de la cavité, on a aussi, les caractéristiques dynamiques et leur intégration, dans la topographie, associées au fait qu'on va aussi trouver des prélèvements d'argile et des boulettes écrasées sur la paroi qui semblent indiquer des activités plutôt d'ordre, ludique et en tout cas impliquant, de l'argile. Il y a aussi la présence des empreintes, volontaires qui sont réalisées au doigt, tous les appuis de doigts que j'ai montrés tout à l'heure et qui forment parfois, des signes, qui posent question, de, leur signification. D'autant plus que pour cette partie de la cavité, elles sont, le seul témoignage de manifestations, graphiques. Si voilà, s'il y a bien un réel désir de former un motif, derrière ces empreintes. Ce qui est pas du tout sûr. Et enfin donc, hormis les empreintes, donc il y a les autres traces qui vont nous renseigner, sur l'équipement, des individus qui ont fréquenté, la cavité, comme les traces qui évoquent peut-être des vêtements, ou des accessoires, les traces rouges et bien sûr, les mouchages heu, avec les torches. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci à vous, Luciana. Ça a été vraiment intéressant. Et si vous avez des questions, il faut les écrire dans les chats. Bon, si vous avez aucun souci avec les chats, vous pouvez parler aussi, mais c'est mieux de l'écrire. C'est très intéressant. Bon, j'ai une question déjà. Ouais, C'est très intéressant. Et, bon, la concentration dans le fond de la grotte. Mais pour moi, c'est plus intéressant parce que pour arriver dans cette zone de la grotte, il faut traverser une puits de oui. je ne sais pas combien de mètres. 3 mètres, il fait 3 mètres le puits. Ouais. Bon, c'est pas facile, non, Non, et on a des empreintes, sur la paroi qui montrent en fait qu'ils sont montés, enfin qu'ils ont escaladé quoi. Il y a des empreintes, qui montrent l'escalade, ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais. Je me souviens aussi de tout dans l'ouvert, par exemple, de Nyon, je ne sais pas s'il y avait des Yak, mais c'est intéressant pour moi aussi que pas sur les boulets d'argile, peut-être bien sûr une activité ludique, mais c'est assez souvent aussi de trouver ce type de traces dans l'argile et peut-être quelquefois des merveilles comme à tout d'ouvert, mais les autres fois sont plus simples, comme ici, non? Mais c'est intéressant aussi qu'ils sont localisés assez souvent dans les fonds de la grotte. Ouais, ouais, ouais. Félicitations, Luciana, pour les présentations. J'ai deux questions. Ce que je voulais demander à propos de l'empreinte des talons, Ouais. quelle est votre interprétation? C'est une préservation différentielle ou activité motrice différente? Ou... Alors, ça dépend des fois, en fait. Des fois, c'est parce elles sont au milieu de d'autres empreintes, donc il y a des superpositions. Parfois, ça peut être parce que, en effet, le sol, il est pas induré de la même façon partout. Ça peut être aussi lié à la topographie du sol. Ouais, voilà, en fait, il y a plein de ou à la locomotion, aussi. Donc c'est vraiment très, très, très variable, en fait, selon la zone, où va être, identifiée Selon l'empreinte. les contextes. Et Et souvent, de toute d'autres... façon, c'est le talon qui marque, le plus avec la partie avant.
Donc c'est pour ça que c'est aussi lié à la locomotion, ça dépend de plein de choses, quoi. Et d'autre part, j'aimerais savoir si les empreintes de peau que tu as dit sont associées des micro-taches de rouge. J'en ai pas. Enfin, il y a des endroits au sol du rouge, vraiment des trucs très très petits, mais je sais pas si c'est vraiment de l'ocre, parce qu'en fait, il y a eu des moulages dans la grotte et le produit qui a été utilisé pour endurer, je crois, les moulages est rouge aussi. Enfin, ça fait des traces rouges aussi, donc je sais pas en fait. Je sais pas si c'est comment. C'est vraiment de l'ocre ou si c'est dû à ce produit. Mais il y en a quasi pas. Enfin, il y en a vraiment pas beaucoup quand même. Ok, merci. On a une question dans le chat. C'est une question de Catherine Ferrier qui demande dans Alden, le charbon daté dans l'empreinte est-il écrasé, ce qui montrerait qu'il était plus ancien ou contemporain du passage. Donc, elle se demande s'il s'agit d'un charbon déplacé ou pas. Oui, c'est possible. Hein, ça ouais, c'est possible. Une autre question de Frédéric Plassard qui demande merci pour la présentation. A-t-on une idée de l'époque de la fermeture de la Porsche, de l'entrée des fontanettes, de les recevoir? Je pense, il n'y a pas eu d'études. Alors, on a un peu regardé, mais il n'y a pas eu d'études en fait précises sur cette question, sachant que ça doit être quand même ancien, hein, puisque on a l'arc qui est vraiment à côté de l'entrée. L'arc, il est vraiment à côté de l'entrée, il n'est pas du tout altéré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est encore très frais. Tout est encore très frais. Il y a les foyers, en tout cas, les zones où il y a eu les feux et tout, c'est. Parce C'est très très frais. Il n'y a pas de remplissage, il n'y a rien, quoi. Non, il demande parce qu'à Réseau Glastré, effectivement, il y a des empreintes aussi de pieds nus, mais il y a quelques taches, quelques petites charentes de bois qui ont été datées dans des autres époques. Ouais, je sais. C'est pour ça aussi que qu'on a essayé de faire des datations sur les charbons plus profondément, qui sont plus profonds dans la cavité, puisque ceux qui ont été datés dans les années 70, c'est ceux qui sont vers l'entrée, en fait, pas ceux de l'autre partie. Donc là, on va voir. On a une autre question de Véronique de Mioman. Quand aura lieu la parution des résultats? Quelles sont les prochaines questions qui seront investiguées dans la Fontanette? Merci aussi pour la présentation. Une grande question. Je ne sais pas. Déjà, ça serait bien d'avoir les résultats des datations. Et ça, j'ai vraiment aucune idée de quand est-ce que je les aurai. J'espère cette année. Donc, à suivre. Je n'ai pas encore. Non, d'ici, ouais, peut-être cette année, voire l'année prochaine. Bon, je ne sais pas s'il y a des autres questions. Et merci une autre fois, Luciana. Et ça a été vraiment intéressant. Surtout pour moi, il y a pas mal de données intéressantes, mais cette information relationnée avec la démographie était qu'il y avait des individus de petite taille, peut-être enfants ou des personnes jeunes. Pour moi, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut les mettre en relation avec des autres données, par exemple avec des éléments négatifs aussi l'auteur de la localisation de quelques dessins dans les parois qui sont aussi assez souvent placés dans les parties basses des parois, sont des questions intéressantes pour connaître un peu plus ces sociétés anciennes.
Ah oui, une dernière question de Frédéric Plassard qui demande Ouais. s'il y a une chronologie relative de ces empreintes des animaux de Bhutan. Ben non, parce qu'en fait, elles sont toutes assez enfin, les empreintes de bouquetin pour les animaux, enfin, en fait, les empreintes de bouquetin, elles sont isolées. Enfin, elles sont toutes seules, le long d'une paroi. Donc il y a rien d'autre, en fait, ouais, il y a pas d'autres empreintes, à proximité. Enfin si, non. Non, humaine, il y en a pas. Il y a du rouge au-dessus. Mais voilà, non, non, il y en a pas. Ok, on va voir les datations, mais en tout cas, Mmh. c'est vraiment intéressant ces questions de la réservoir de Fontanet. Ok, bon, merci à tout le monde. Thank you, everybody. We are going to have the next session of this webinar, the next 15th of March, I think it's a Wednesday. And wait a moment because I have here. I want to see if this is going to be the 15th. Oh, yes, we are going to have the presentation of Lucia Magnin and Natalia Carden. It's going to be about the use of a geographic information system to study the rock art of Patagonia. So I think that it will be really interesting. So thank you everybody again, and see you the next month. Thank you. Au Bye revoir, bye. merci.